Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA, podcast suite de nos previews. Pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre? Aujourd'hui, on va s'envoler du côté du nord des États-Unis pour parler de Minnesota. Et pour ce faire, 4e jour de preview, 4e intervenant différent. Est-ce fait exprès? Absolument pas, je l'ai découvert en écrivant cette introduction. C'est Constant. Comment ça va, Constant? Ça va bien, effectivement. Premier passage dans cette série des pourquoi ils ne le gagneront pas. C'est le passage de témoin, j'ai envie de dire, entre toi et moi, Ben, sur les Wolves, puisque l'an dernier, c'était toi qui étais le préposé Wolves, où tu avais notamment clamé ton amour, bien sûr, pour Karl Anthony Towns. Voilà, on va peut-être clamer notre amour pour Julius Randle. Qui sait. Mais voilà, on est là pour parler des Wolves. Faut qu'il y ait toujours un joueur un peu qu'on critique un petit peu pour ses performances en playoff dans l'équipe des Wolves chaque année. Faut qu'il y en ait un. Cette année, c'est juste Randle. L'an dernier, c'était 4. Voilà, c'est le leitmotiv quand on fait les pourquoi ils gagneront pas concernant les Wolves. Effectivement, je me rappelle de celui-ci parce que on l'avait enregistré. Oui, je me rappelle bien de cet épisode, ouais, parce que j'avais vraiment bûché les Wolves, ce que j'ai un peu moins fait cette année, donc je suis très content, Constant, que tu sois là pour me parler des Wolves, justement. Alors, avant d'entamer cette grande preview des playoffs pour les Wolves, le rappel habituel, les plateformes de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict, YouTube et évidemment Twitter. On met ça de côté, je reprends ma transition, parce que je te l'ai dit en off, Constant. On fait ça pour les 14 équipes. Donc, il y a le moment où on présente la saison de l'équipe en question. Et très honnêtement, c'est peut-être une des équipes que j'ai le moins suivi, en particulier sur ces dernières semaines, c'est Wolves. Donc, j'ai hâte que tu me résumes cette saison des Wolves pour que j'en apprenne peut-être plus sur cette saison des Wolves. Alors, comment est-ce qu'on peut résumer la saison de Minnesota, Constant? Diesel. Tu vois, si on devait la résumer en un seul mot, je dirais une saison en diesel parce que bon, c'est une équipe qui s'est retrouvée, on va dire, complètement remodelée juste avant le training camp avec le trade de Karl Anthony Towns qui a envoyé du côté des Knicks contre Julius Randle et Donte DiVincenzo. Donc, c'est une équipe qui a dû remodeler un petit peu sa façon de jouer, qui a dû intégrer un autre joueur avec Julius Randle qui est complètement à l'opposé de ce que peut proposer Karl Anthony Towns, qui s'est vraiment retrouvé avec, on va dire, les clés du camion données intégralement à Anthony Edwards. Et c'est un début de saison, les Wolves, qui n'est pas facile. Au bout de 20 matchs, ils sont en 10-10. Ils sont même en 8-10 après 18 matchs. On voit déjà, au bout de quelques matchs, pondre un petit peu de frustration vis-à-vis du comportement, soit de Julius Randle, soit de Rudy Gobert. Enfin, on a vu un Anthony Edwards qui était assez frustré sur le début de saison. Ils avaient fait des paris, les Wolves, notamment à la draft, avec la draft de Rob Dillingham. Ça s'est pas très bien passé. Il a eu un temps de jeu qui était très disparate, mais petit à petit, c'est une équipe qui a réussi à trouver son rythme au fur et à mesure que la saison passait, notamment sur la période où il y avait des absents. Alors les Wolves ont eu cette chance, entre guillemets, que n'ont pas eu toutes les équipes de l'Ouest, d'avoir pas mal de joueurs en santé. C'est-à-dire que Jaden McDaniels et Nickeil Alexander-Walker ont joué tous les matchs. Naz Reid en a loupé un, Anthony Edwards en a loupé 3. Sinon, le reste, voilà, on est à plus de 60 matchs pour Gobert, pour Mike Conley, pour Julius Randle. Donc, ils ont eu beaucoup de joueurs en santé, ce qui leur a permis de, dans un premier temps, de survivre au niveau du classement, puisqu'ils sont en 29-27 aux 2 tiers de la saison. Et là, ils montent en régime. Ils ont eu une série de 7 ou 8 victoires consécutives qui coïncident plus ou moins au retour aussi de Julius Randle. Il y a pas mal de jeunes qui ont éclos aussi de par les quelques absences, notamment celle de Donte DiVincenzo qui a permis à des joueurs comme Jalen Clark, comme Terrence Shannon Jr. de se montrer et de progresser. Donc voilà, cette équipe des Wolves qui arrive toujours à trouver des joueurs pas un peu de nulle part, mais qui arrivent toujours à trouver des role players qui peuvent se mettre en avant et qui peuvent suppléer d'autres joueurs qui sont déficients. Ça amène au point Mike Conley qui, pour le coup, a fait un début de saison, même 2 tiers de saison qui était extrêmement compliqué au point de se retrouver sur le banc à certaines occasions. Depuis 2-3 semaines, il est bien meilleur dans un rôle différent de ce qu'il avait en début de saison et ça coïncide aussi avec le fait que les Wolves sont meilleurs. Donc si on devait résumer la saison, au-delà du fait qu'Anthony Edwards a connu une progression majeure en termes de shotmaking, c'est une équipe qui est dans le top 10 en attaque et en défense, ce qui n'était pas l'an dernier. Et les seules équipes top 10 attaque-défense en dehors des Wolves, c'est OKC et Boston. Voilà. Donc ça laisse un petit peu des qualités, on va dire, à cette équipe des Wolves. Mais si je devais résumer en un seul mot cette saison des Wolves, c'est diesel ou montée en puissance. Alors, tu l'as déjà un peu dit, mais est-ce que selon toi, c'est lié au fait qu'ils ont dû incorporer Randle et qu'ils ont dû se séparer de Towns, quoi? C'est globalement ça qui explique le diesel. Oui, parce qu'il y avait, on va dire qu'il a fallu redistribuer un petit peu les rôles aussi, puisque en attaque, Anthony Edwards a pris une charge offensive qui était très élevée, et de l'autre côté, dans le même temps, il pouvait pas forcément être suppléé par Mike Conley.
puisque Mike Conley était déficient. Même les joueurs que tu avais l'an dernier, qui n'étaient pas forcément tous en réussite. Je pense à Nickel Alexander-Walker, qui lui aussi est monté en puissance au fur et à mesure que la saison progressait, mais qui n'était pas au même niveau en début de saison que ce qu'il était l'an dernier. Même des joueurs comme Nasrid, dont on attendait beaucoup de choses. Après le trade de Karl Anthony Towns, beaucoup disaient, ça y est, c'était le moment où Nasrid allait peut-être même passer titulaire, ou en tout cas, il allait vraiment éclore en termes de volume offensif, en termes de responsabilité. Ça n'a pas toujours été le cas, ça n'a même pas vraiment été le cas. Un joueur comme Dante DiVincenzo, qui avait été extraordinaire au Knicks en termes de shot-making, a mis beaucoup de temps à se mettre en rythme, notamment au niveau de son adresse extérieure. Il avait connu une crise d'adresse terrible en début de saison. Donc il y a plein de facteurs qui ont fait que pendant, un match sur deux, tu avais Anthony Edwards qui était à 50 points avec une passe décisive, ce qui est arrivé, je crois que c'est le match à Détroit justement, où tu as Ant qui met 50 points avec une passe décisive où il tente plus de 30 tirs. C'était vraiment le Anthony Edwards show, et au fur et à mesure que la saison avançait, au fur et à mesure que les role-players retrouvaient de l'adresse, au fur et à mesure que Chris Finch s'est un peu adapté dans ses rotations aussi, cette équipe est devenue beaucoup plus collective et moins un one-man show. Ce qui me marquerait peut-être sur les dernières semaines, et c'est là où je suis vraiment en position moi je balance les questions en mini-goat. Est-ce qu'on peut dire, on sent que c'est, alors, on exclut OKC compte pas, hein, ça compte pas. Est-ce que c'est l'équipe la plus en forme à l'Ouest au moment où on enregistre? Au moment où on enregistre, ça dépend de sur quel échantillon tu prends. Genre à partir de quand tu commences à prendre l'échantillon, parce qu'il y a les Warriors. Si on prend les 4 quarts, et qu'on considère qu'on est sur le dernier quart de la saison, donc en gros entre leur match 60 et leur match maintenant, parce qu'en gros ils sont sur un 11-3, ce qui correspond plus ou moins il leur reste 7 matchs du coup, ce qui fait que si sur les 7 matchs ils font même un 5-2, ils finissent quand même en 15-5, pas du tout, les maths sont absolument pas bonnes à se calculer, bref, vous avez l'idée, ils finissent très très fort quoi. Ouais, t'as quand même les Rockets qui poussent bien aussi, puisque les Rockets ont remporté 12 de leurs 13 derniers matchs, il me semble. Alors après, ils n'ont pas battu que des foot de guerre, hein. Mais là, au Minnesota, quelques quality wins, comme que je l'avais cité dans le Power Ranking. Ils ont battu Denver. Au moment où vous écouterez cet épisode, ils auront rejoué Denver, donc peut-être qu'ils auront perdu. Mais voilà, toujours est-il qu'ils les ont battus. C'est la dernière équipe à avoir battu KC au moment où on enregistre. Donc voilà, c'est à souligner. Ils sont dans le trio. Si je devais te citer les 4 équipes en forme genre si on s'arrête aux précédents 4 quarts sur les 20 derniers matchs, t'as les Rockets, les Warriors, OKC, et t'as Minnesota et les Clippers qui sont pas très loin. En gros, c'est un espèce de push du 6-7-8, pendant que le 3-4-5 est en train est vraiment en train d'arriver en playoff, pas sur les rotules, mais avec la langue qui tire un peu quand même. Eh bien, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, cher Constant, sur cette saison des Wolves? Non, vous aurez remarqué qu'il y a un nom que je n'ai pas cité exprès, puisque c'est mon joueur à suivre. Donc j'ai pris le soin de ne pas citer son nom pour effectivement développer un peu plus sur ce joueur-là quand ce sera le joueur à suivre. On commence à avoir un peu d'expérience sur le sujet. Des années de podcasting, on pourrait même dire un nombre certain de podcasts qui ne sera pas révélé. Alors, on enchaîne. Au prochain, je vous citerai le nombre exact parce que ce sera une belle symbolique, je vous le dirai. C'est trop beau. Alors, on va commencer par les 3 raisons rappelons encore une fois le concept. Peut-être que vous êtes fan des Wolves et que vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi ils s'acharnent sur mon équipe? Rappelons que le concept, c'est donc de mettre en avant, à ce moment-là du podcast, 3 raisons qui expliqueront le futur échec de votre équipe. Rassurez-vous, on le fait pour tout le monde et mécaniquement, on se trompera une fois. Alors, la première raison, c'est l'incapacité à gagner des matchs dans le clutch constant. Et je t'avoue que du coup, j'ai été regarder les stats après que tu m'aies envoyé la trame, mais c'est assez marrant, quand même, leur incapacité à gagner. C'est très compliqué, mais en préambule, je tiens à dire, les fans des Wolves, cette année, j'aime bien les Wolves. Alors que l'an dernier, c'était pas le cas. Alors, on va être très honnête, j'étais pas extrêmement fan des Wolves. Peut-être parce qu'ils sont un peu moins dangereux vis-à-vis d'OKC, c'est peut-être pour ça que je les aime un peu plus cette année. Toujours le fait que les équipes sont détestées quand elles sont dangereuses. Et voilà. Non, mais sur les Wolves dans le clutch, c'était déjà un point que j'avais cité quand j'avais fait le Power Ranking. Effectivement, les Wolves sont l'équipe avec les Rockets qui a joué le plus de matchs dans le clutch cette saison. Qu'est-ce qu'un match dans le clutch? Pour ceux qui ne savent pas, c'est lorsque tu as 5 points d'écart ou moins entre les deux équipes et qu'il reste 5 minutes ou moins à jouer dans le 4e quart-temps. Les Wolves ont joué 43 matchs dans le clutch cette saison, donc 43 sur 75. Et c'est là où je trouve
assez rigolo, ou de voir que dans une conférence Ouest où il y a assez peu de défaites d'écart entre toutes les équipes, les matchs dans le clutch sont une bascule qui fait que, par exemple, les Rockets sont en 26-17, les Wolves sont en 18-25 sur les matchs joués dans le clutch. Ces 8 défaites-là, c'est quasiment les 8 défaites qui séparent les deux équipes. Il y en a 6 d'écart entre ces deux équipes-là. Mais voilà, la balance se trouve sur tes victoires dans le clutch. Et si on prend le pourcentage de victoires, les Wolves ne sont que 26e. Les seules équipes qui font pire, c'est Utah, Toronto, Charlotte et Miami. Donc il y a vraiment des tanks de compétition là parmi ces équipes-là. Et il y a le Heat qui est passé spécialiste dans le mettre de gâcher des fins de match chez Mais moi, c'est une problématique que j'ai vis-à-vis de ces Wolves parce que déjà, c'est une équipe qui joue beaucoup de matchs dans le clutch. Alors tu peux utiliser l'argument positif de dire qu'ils sont capables plus ou moins d'emmener n'importe quelle équipe sur un match serré. Sauf que le problème que j'ai, c'est qu'ils sont pas capables de les remporter. Et ils ont perdu des matchs dans le clutch contre tout type d'adversaires, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont perdu des matchs dans le clutch contre Miami, justement. Ils ont perdu des matchs dans le clutch contre OKC, ils ont perdu des matchs dans le clutch contre Boston, ils ont perdu des matchs dans le clutch contre Memphis, ils ont perdu des matchs dans le clutch contre Utah. Alors vraiment, ils se sont fait taper par les très mauvais comme les très bons dans le clutch. Et ça, c'est une problématique, c'est que dans une série qui se joue au meilleur des 7, les matchs dans le clutch sont très souvent les swing factors. Si t'es sur une série serrée, tu vas très probablement avoir 1, 2, voire peut-être même 3 matchs qui vont jouer dans le clutch, et je suis assez peu confiant dans la capacité de ces Wolves à être capable de remporter ces matchs dans le clutch, surtout que si on regarde potentiellement les adversaires qu'ils peuvent rencontrer en playoff, la seule équipe qui est à peu près à leur niveau en termes de on n'est pas très bon dans le clutch en pourcentage de victoire, c'est les Clippers. Il est très peu probable que les Clippers, qu'on ait une match-up entre les Clippers et les Wolves au premier tour. Sinon, tout le reste, Golden State, Houston, Lakers, OKC, même Denver, c'est dans le top 10 en termes de pourcentage de victoire dans le clutch. Donc moi, c'est une vraie incertitude, c'est que ces Wolves, s'ils veulent remporter une série, soit il va falloir qu'ils s'améliorent drastiquement dans le clutch, soit il va falloir qu'ils soient supérieurs sur beaucoup de matchs, ce qui, je trouve, n'est pas suffisamment le cas en l'état. Alors, sans griller tes raisons numéro 2, numéro 3, Constant, comment tu expliques cela? Moi, je sais que je regardais ces stats à l'isolation pour une future équipe dont je vais parler bientôt. Vous pouvez deviner en voyant le classement de qui on va bientôt parler. J'ai absolument pas envie. Je regardais les stats à l'ISO justement des équipes et notamment, et j'avais remarqué que les Wolves étaient une des pires équipes du plateau à l'ISO, et ce qui est pas très étonnant, sachant qu'en fait, je pense que des joueurs capables de jouer de l'ISO chez les Wolves actuellement, il y a que Ant. Est-ce que c'est ça? C'est une capacité difficile à se créer des points. Ça va rejoindre certains de tes prochaines raisons, mais ils ont d'un côté une attaque qui subit beaucoup. Ils ont une attaque aussi qui est peu... Ça, je trouve qu'entre et là c'est la perte de Karl Anthony Towns qui pêche beaucoup, entre les premières versions de l'attaque de Chris Finch et ce qu'on a en ce moment là, il y a un vrai changement. Je trouve que c'est une attaque assez statique et qui paye son personnel. Est-ce que c'est ça qui est sublimé du coup dans les fins de match? Je sais pas, parce que tu vois, tu parlais du fait que l'an dernier, les Wolves étaient, on va dire, plus créatifs dans leur schéma de jeu offensif avec Karl Anthony Towns, mais dans mes souvenirs, c'était déjà pas une bonne équipe dans le clutch l'an dernier non plus. On les avait critiqués notamment sur le fait que c'était une équipe qui arrivait assez peu à créer dans le clutch, donc ils étaient 8e en pourcentage de victoire, donc je suis peut-être un peu trop négatif sur les Wolves dans le clutch l'an dernier, mais... Ça rejoint un peu mon deuxième et mon troisième point, sans trop les griller, mais oui, on va dire que c'est une équipe qui manque, je trouve, de variance offensive, mais qui a été un peu forcée par certaines absences aussi ou par le manque de rendement de certains joueurs. C'est-à-dire que ils ont joué beaucoup de matchs dans le clutch où c'était du Anthony Edwards de show, mais aussi parce que t'avais des role-players qui étaient pas forcément en confiance. Tu pouvais pas donner la balle à un Jaden McDaniels comme ça a été le cas l'an dernier sur certaines fins de match. Tu pouvais pas donner la balle à Mike Conley en tant qu'initiateur pour créer un décalage comme ça pouvait être le cas l'an dernier sur certaines fins de match. Des joueurs comme Julius Randle, typiquement, il y avait une stat qui était sortie en cours de saison. Il me semble que Julius Randle avait joué, il y avait 60 possessions de suite dans le clutch où il n'avait pas joué. Donc du coup, à partir du moment où tu enlèves Karl Anthony Towns et où tu théoriquement ajoutes Julius Randle en tant que deuxième option, mais que cette deuxième option-là n'est pas présente dans les matchs dans le clutch, tu te retrouves très vite limité à du show Anthony Edwards. Et sur ce point-là, ça fait que si tu tombes face à une très bonne défense en isolation, ou alors si tu tombes face à un Anthony Edwards qui met pas forcément dedans, tu peux vite perdre parce que malgré le fait que tu aies une bonne défense, tu vas continuer à donner soit de la transition défensive, soit de la transition offensive à l'équipe adverse, soit donner des cartouches sur du semi-repli défensif.
On va enchaîner, Constant, pour un peu aller plus loin dans cette idée et continuer. Ton point numéro 2, c'est l'absence de playmaking sans Mike Conley. Et sans Mike Conley, et ça, c'est un truc que j'avais déjà observé en voyant les Wolves, qui est quand même Mike Conley qui est dans dans la zone cramée, qui s'en approche quand même grandement, ou en tout cas en grande difficulté. Je te laisse enchaîner. En début de saison, oui. Pendant les 2 tiers de la saison, il était dans la zone cramée. Là, il revient bien. Il revient bien. Il y a des moments où il sort du banc. Il est un peu plus dans la provocation de lancer franc. Il met un peu plus dedans à 3 points. Enfin, je trouve qu'il est pas non plus complètement carbonisé, mais c'est vrai que comparé au McConley de l'an dernier, c'était quand même pas la même situation. Oui, moi, c'est au niveau de ce playmaking, en fait, c'est un peu le reproche que je peux faire à ces Wolves et un reproche que je peux faire à d'autres équipes de la conférence Ouest. C'est que je trouve qu'en termes de connecteurs, les Wolves ont beaucoup de joueurs qui sont des connecteurs, que ce soit Jaden McDaniels, que ce soit même Julius Randle, Nickeil Alexander-Walker, Dante DiVincenzo, même des joueurs comme Terrence Shannon Jr., tu vois, qu'on cite pas forcément, sont des bons connecteurs, mais je trouve que ça manque de playmaking et ça rejoint un petit peu la principale critique que je peux faire à Anthony Edwards, c'est que Anthony Edwards au playmaking cette année, ça reste encore compliqué. C'est une critique qu'on lui avait fait, notamment moi, que je lui avais faite dans le DH20, c'était que au niveau du playmaking, il y avait des flashs, mais c'était très peu suffisant pour que ce soit satisfaisant. Et justement, je trouve que soit il n'avait pas forcément confiance en ses coéquipiers parce qu'il mettait pas dedans, soit il avait peut-être la volonté de tirer un peu trop la couverture sur lui. Dans tous les cas, Anthony Edwards, si vous prenez le assist per usage, il est dans le 8e centile à son poste. C'est-à-dire qu'il y a 92% des joueurs à son poste qui font mieux que lui, qui sont plus dans le playmaking vis-à-vis de leur usage. Donc moi, ça m'inquiète. J'avoue que ça m'inquiète. Et comme tu l'as dit, Mike Conley, on peut pas forcément s'assurer du fait qu'il va conserver le niveau qu'il a depuis 3 semaines sur 3 semaines supplémentaires. Parce qu'on a vu 3 mois où il était pas bon. Donc à partir du moment où tu enlèves Mike Conley, tu te retrouves soit avec un 5 où tu as Anthony Edwards en tant que principal créateur balle en main. Et là, du coup, c'est un peu la roulette russe de savoir dans quel soir tu vas avoir Anthony Edwards au niveau du playmaking. Soit t'envoies des double teams sur lui et il continue de jouer en trou noir. Soit parfois t'envoies des double teams et il est capable de faire une passe de décalage, comme c'est un peu plus le cas dernièrement. Soit, tu as une équipe qui est extrêmement prévisible offensivement parce que tu as assez peu de mouvements de balle et que tu as des joueurs qui certes sont des connecteurs mais qui vont avoir besoin d'un premier décalage qui va être créé et qui ne vont pas être capables de créer ce décalage par eux. C'est là où je te rejoins parfaitement. C'est un peu la différence entre des connecteurs et des joueurs qui vont créer de vrais décalages. C'est que oui, tu vois, quand tu cites Jaden McDaniels ou la plupart des joueurs qu'on a du côté des Wolves, je suis assez d'accord. Mais moi, il y a toujours cette notion de, je sais pas, d'aller peut-être plus loin. Et je pense t'en avait parlé d'ailleurs la saison dernière, peut-être dans le bilan des Wolves d'intersaison, je sais plus quoi, l'apport de Rob Dillingham qui devait en théorie être ce joueur qui devait peut-être apporter d'autres choses. Et alors moi, encore une fois, je le dis très clairement, j'ai peu vu les Wolves jouer cette saison, moins que l'année dernière. Je sais qu'il a raté un paquet de temps, notamment au niveau de début d'année aussi. Je sais qu'il a été pas mal absent. Et je pense que c'était une partie du plan du côté du front office des Wolves. Et force est de constater que ça paye pas. C'est que Rob Dillingham, certes, c'était mettre beaucoup de pression sur un rookie, mais c'est pas encore un joueur capable d'orchestrer ne serait-ce que le banc ou les 5 sans hante pour assurer un minimum de playmaking. Oui, et puis surtout, c'est un joueur qui a été, j'ai pas envie de dire qui a été jeté en pâture, mais qui a débuté la saison en ayant un temps de jeu très disparate. Il doit jouer, sur les 25 premiers matchs, il doit jouer peut-être, ou même les 40 premiers matchs, il doit jouer 100 minutes, je pense, au total, même moins de 100 minutes, ce qui est infime, surtout pour un joueur que tu as drafté 7e ou 8e à la draft où tu avais besoin justement de son apport, parce que ce rôle de créateur en sortie de banc, c'était plus Dante DiVincenzo qu'il avait plutôt que Rob Dillingham. C'était vraiment dans cet aspect-là où DiVincenzo était moins dans le shooter off-screen que ce qu'il était avec les Knicks, et plus dans le registre dépositaire de la seconde unit ou alors joueur que je peux mettre à côté d'Anthony Edwards. Et il y a eu, vis-à-vis des blessures, des diverses blessures, il y a eu un moment où Rob Dillingham, il s'est retrouvé propulsé à 15-20 minutes de temps de jeu, mais d'une part, il avait pas l'agressivité, je trouve, suffisamment élevée pour créer un décalage et pour améliorer, on va dire, cette attaque des Wolves, et de l'autre côté, il n'était pas dans un effectif qui était forcément construit pour lui. Il était dans un effectif qui était, on va dire, construit pour Anthony Edwards avec un personnel très défensif. Il n'avait pas forcément, au niveau des line-up dans lesquels il était utilisé, il n'avait pas forcément des joueurs sur lesquels
tu pouvais te reposer pour avoir de la création offensive. J'ai pas les stats sous les yeux, mais il a pas beaucoup joué avec Naz Reid. Il a plus joué avec des intérieurs type Gobert, avec des arrières type Nickel Alexander-Walker. Donc pas des joueurs qui, on va dire, peuvent lui fluidifier le jeu offensif. Eh bien, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Mike Conley, Constant, ou est-ce qu'on avance peut-être sur le cœur du problème des Wolves? C'est la dépendance au pull-up d'Anthony Edwards, qui fait une saison en termes de volume à 3 points qui est quasi historique. J'avais lu ça, mais il va sûrement passer dans le top 10 des saisons en termes de tir à 3 points tentés all-time. Donc, il fait une saison en termes de volume fracassante, avec une réussite qu'il faut souligner quand même, parce qu'il y a une réussite qui est assez impressionnante. Mais le problème, c'est un peu ce débat qu'il y a du côté de Minnesota, et ça, je l'ai déjà vu, ce débat-là apparaître durant la saison, c'est à quel point c'est souhaitable que Ant prenne autant de tirs, et à quel point c'est pas quelque chose qui subit du fait de ce personnel défensif dont tu as parlé. Si, je suis d'accord. Si vous prenez les stats en termes de pull-up, les Wolves sont la 7e équipe qui tente le plus de pull-up de toute la NBA. En termes juste de field goal attempt, hein, pas forcément en termes de fréquence. Si vous prenez le FG, le fameux FG que j'aime bien utiliser, c'est l'efficacité au tir, on met un peu plus en valeur le tir à 3 points, ils sont 5e à l'EFG. Les seules équipes qui sont devant, c'est Cleveland, Miami, Memphis, Phoenix, et voilà. C'est les équipes. Sachant que sur les équipes que j'ai citées, il y a que Phoenix qui prend plus de tirs en pull-up. Mais bon, quand t'as Kevin Durant et Devin Booker, salut Greg, bon ça marche, mais jusqu'à un certain point, on va dire que ça marche. Et si vous prenez le pull-up d'Anthony Edwards, donc sur ces 24 tirs que je vous ai dit, c'est 25 tirs parce qu'on est à 24.9, Ant en prend 11, à lui tout seul. C'est le deuxième joueur qui prend le plus de pull-up, le troisième joueur, pardon, qui prend le plus de pull-up de toute la NBA, derrière Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander. Bon, on est sur 2 joueurs qui sont dans le top 5 du DHA. Bon, Anthony Edwards est peut-être un peu plus bas. Et par contre, si vous prenez l'efficacité à l'EFG, il est à 50.8. C'est mieux que Luka Doncic. C'est mieux que Trae Young, Jason Tatum, Devin Booker, LaMelo Ball, Brandon Ingram, James Harden. C'est mieux que Paolo Banchero. Enfin, en gros, c'est mieux que quasiment tous les joueurs qui prennent un haut pourcentage de pull-up. Sauf, bien sûr, chez Gilgeous-Alexander. Bon, bref, ça, j'en parlerai quand il faudra parler potentiellement d'OKC. Mais donc, si vous regardez en fait les équipes qui prennent beaucoup de pull-up, je trouve que, vous voyez, Luka Doncic, Gilgeous-Alexander, Jason Tatum, Devin Booker, c'est des équipes qui ont un deuxième joueur capable de prendre des pull-ups. Pas forcément un haut volume, mais qui ont ce deuxième joueur capable de prendre des pull-ups. Là où je trouve que cette attaque des Wolves, elle est très dépendante de la capacité d'Anthony Edwards à être très bon sur du pull-up, et notamment sur du pull-up à 3 points, parce que la stat est quand même assez exceptionnelle. Anthony Edwards à 3 points en pull-up, il en tente 7,5 par match. Il n'y a personne qui en prend plus que lui. Il est à 39% de réussite sur les pull-ups à 3 points. Luka Doncic est à 35, Shai est à 35, Trae Young, Tatum, Booker sont à moins de 33. C'est vraiment la saison en termes de shot-making d'Anthony Edwards est extraordinaire. Mais donc, on a parlé du fait qu'il n'y avait pas de playmaking. On a parlé du fait que dans le clutch, c'était très compliqué, sachant que c'est déjà compliqué avec un Anthony Edwards qui est pas historique, mais qui est très bon en termes de shot-making. Et moi, je me pose la question de qui est capable, si jamais Anthony Edwards ne met pas son pull-up, même pas forcément dans le clutch, hein, juste à l'échelle d'un match, si jamais le pull-up d'Anthony Edwards est en manque de réussite, comme ça a pu être le cas sur les playoffs l'an passé, alors pas le premier tour face aux Suns parce qu'il est extraordinaire, mais sur la série, que ce soit face aux Nuggets ou que ce soit face aux Mavs, le pull-up d'Anthony Edwards, c'était pas au niveau d'Anthony Edwards de saison régulière et encore moins au niveau d'Anthony Edwards du premier tour. Donc moi, c'est une réelle inquiétude, c'est qui est capable de prendre le relais en termes de pull-up à côté de Ant si ces pull-ups tombent pas dedans. À l'heure actuelle, je n'en vois pas. Là où pour les équipes que j'ai citées, hormis Trae Young à Atlanta, mais qui est dans un cas un peu à part, je n'en vois pas. Je trouve ça très intéressant que tu aies fait la comparaison avec le premier tour les 2 tours, enfin les 3 tours du coup, de l'année dernière, parce que pour moi, c'est l'équipe de l'année dernière, mais exagérée. Dans le sens où, déjà l'année dernière, il y avait les mêmes questions, sauf qu'il y avait Karl Anthony Towns, il y avait un meilleur Mike Conley, il y avait peut-être un meilleur Gobert, des role-players ouais, enfin bref, c'était probablement une meilleure équipe offensivement cette année. Et je te rejoins sur le fait qu'il fait une saison régulière absolument extraordinaire sur le pull-up. Et moi, ce que je trouve impressionnant, pour un peu rentrer dans ce débat du pull-up, c'est que je peux pas lui en vouloir parce que quand je regarde les Wolves jouer, j'ai rarement vu une équipe actuellement en NBA contre laquelle
tous les défenseurs ont un œil. Alors certes, bien évidemment, ils sont souvent tournés vers le ballon, mais ils regardent tous Hunt. Ils savent que, en particulier, le protecteur de cercle qui a souvent Rudy Gobert face à lui, il sait parfaitement que le principal danger, c'est soit le pull-up de Hunt, soit la possibilité que Hunt pénètre. Ce sont les deux seuls dangers qu'offre cette équipe. Je vais pas te griller Jaden McDaniels. C'est un joueur qui offre des choses, mais qui est peut-être pas ultra dangereux sur du tir. Julius Randle est pas très inspiré. Rudy Gobert, c'est une menace sur lob, mais pas vraiment autrement. Donc, c'est le seul danger. Alors, certes, il a parfois malgré des pourcentages qui sont très très bons, il a parfois on va dire qu'il y a un régime de tir qui peut être assez douteux. Il va prendre certains tirs qui sont, oui, casse-croûte. Mais avoir un tel volume de réussite, avoir un tel volume de tir et une telle réussite, je trouve ça assez impressionnant. Le fait est que on a déjà vu ça l'année dernière, donc la boucle sera bouclée, et qu'ils ont moins de solutions pour répondre à ça. Première chose. Deuxième chose, ce discours de du coup, si ça rentre moins, il va peut-être plus pénétrer. Moi, je suis très sceptique sur la capacité des Wolves à avoir Anthony Edwards qui sont en capacité de pénétrer à répétition sur des playoffs, qui vont être très exigeants physiquement et où il va se prendre des murs, en fait. Parce que les équipes vont pas défendre les autres joueurs. Donc, c'est une dépendance. Ils vont vivre et mourir avec cette dépendance-là parce que pour moi, ils n'ont pas d'autre solution en l'état. Oui, et puis tu parlais du fait que les défenses étaient, on va dire, très axées sur Anthony Edwards. Ça rejoint aussi le fait que il a pas en fait, comme il a pas la dangerosité du playmaking, les équipes savent plus ou moins qu'à partir du moment où Anthony Edwards reçoit la balle, soit il va te faire un pick and pop avec Naz Reid, soit de temps en temps il va servir Rudy Gobert, mais globalement t'as 3 chances sur 4 pour qu'il la lâche pas la balle. Donc forcément, c'est au niveau du scoring, il a un scoring qui est implacable. Il n'est pas aidé par le spacing assez déficient sur certaines line-up de par la présence aussi de Rudy Gobert et de par le fait que des joueurs comme Mike Conley mettent pas forcément dedans. Et comme il n'y a pas cette deuxième compétence, j'ai envie de dire, du playmaking, forcément les équipes, on va dire, la vision se rétrécit un petit peu pour être concentré que sur Ant, parce que de toute façon, hormis Julius Randle et peut-être un petit peu Naz Reid et Jaden McDaniels dont on parlera potentiellement après, c'est des joueurs, est-ce qu'ils sont réellement dangereux sur du dribble? Je suis pas sûr. Pas sûr que les défenses se disent, si on envoie potentiellement une double team sur Anthony Edwards et que tu as un 4 contre 3 à jouer, alors déjà, c'est potentiellement en fonction de l'équipe, tu peux colmater cette brèche si tu es une équipe un peu physique et un peu rapide comme le sont les Wolves défensivement. Et t'es pas inquiet si t'as juste Randle qui prend un dribble ou si t'as Jaden McDaniels qui prend un dribble, là où potentiellement avec 4 tu devais peut-être être un peu plus vigilant à ce qui pouvait se passer si jamais tu venais doubler ou si jamais tu venais fermer un peu trop fort sur Hunt. Ce qui est d'ailleurs très intéressant parce que sur la fin de saison de l'année dernière, je me rappelle, la fin de saison régulière, avec des Wolves qui avaient un peu changé leur manière de jouer. Ant était beaucoup sur le playmaking et pour moi, c'était l'évolution logique de la suite de sa carrière, là où je le voyais pas devenir un monstre en termes de volume de tir à 3 points en pull-up et d'être avec autant de réussite. Mais c'est intéressant. Alors, j'ai pas vu assez de matchs des Wolves pour partir là-dessus, mais je me demande à quel point où se situe le niveau de confiance vis-à-vis de ses coéquipiers aussi. C'est-à-dire qu'il y a des tentatives de tir. J'ai quand même l'impression que c'est un peu des aveux d'échec et en fait, où il rend les armes parfois à tenter un 3 points plutôt que peut-être tenter l'extra-passe, ce qui peut s'expliquer dans une saison qui est un peu moins joyeuse que celle de la saison dernière. Je me demande à quel point il a confiance dans ses coéquipiers. Quand même. Mais je te rejoins parfaitement. Ou à quel point il a confiance en son shot-making aussi. T'as cette question-là qui peut se poser. Ouais, parce que quand on met autant, je pense que tu peux avoir une sensation d'hyperpuissance, c'est vrai. Ouais. Constant. Du coup, j'ai beaucoup trop parlé là, Constant. Est-ce que tu as des choses à dire pour terminer sur Ant, du coup? Non, pas grand-chose à dire, hormis le fait qu'il faut peut-être arrêter de prendre des fautes techniques à chaque match, parce que là, il est quand même sur une streak. Il est Rachid Wallace, que j'ai envie de dire, alors, peut-être pas au niveau de Rachid Wallace, mais là, il est à sa 17e de la saison. Il lui en manque une pour prendre un match de suspension. Attends, alors normalement ça ne se réinitialise pas durant les playoffs, hein, donc si jamais t'en prends une durant les playoffs, voilà. Si, je crois qu'il y avait un truc comme ça. Je me demande si c'était pas Draymond. Il me semble qu'il y avait un truc comme ça l'an dernier aussi d'un joueur qui aurait été suspendu à la prochaine technique où on avait déjà eu ce discours-là. Mais voilà, faut faire attention aux fautes techniques. Je sais qu'il y a beaucoup de frustration et
C'est une équipe des Wolves. Moi, c'est un truc qui m'embête quand même un petit peu chez cette équipe des Wolves, c'est que je trouve que c'est une équipe qui se plaint beaucoup quand même. C'est une équipe qui arrive très souvent à se frustrer, que ce soit Anthony Edwards, que ce soit Chris Finch. Je trouve que c'est une équipe qui tombe souvent dans de la frustration. Alors, ça peut être de la frustration due au fait que, Rudy Gobert fait pas forcément un bon repli défensif, ou que Julius Randle est pas forcément intéressé par ce qui se passe du côté défensif aussi, mais tu vois, je trouve que c'est une équipe qui perd assez vite ses nerfs. En tout cas, tes deux leaders, on va dire, que sont Chris Finch et que sont Anthony Edwards, perdent assez vite leurs nerfs et ça aspire pas forcément la bonne dynamique, j'ai envie de dire, pour les autres joueurs à côté. Alors parfois, ça peut les booster, un petit peu de frustration, notamment un match, justement, le match qui gagne face à OKC, il y a pas mal de frustration qui exulte et on va dire qui explose sur la fin de match où les Wolves sont complètement focus défensivement. Mais voilà, je trouve que c'est une équipe qui peut assez vite dégoupiller si jamais les choses vont pas complètement dans leur sens. Je pense que ça, c'est une caractéristique des Wolves sous Finch, hein. Parce que Oui. Finch, faut pas sous-estimer, c'est quand même un coach qui a du sang visiblement chaud, visiblement du côté des Wolves. Et les Wolves sont une équipe qui se frustre très vite et une équipe qui, je pense que c'est une équipe qui a une très belle image d'elle, ou en tout cas qui a une volonté de gagner, comme toutes les équipes, mais ça c'est un lieu commun. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, ils se frustrent très vite quand ils obtiennent pas ce qu'ils veulent. Entamons, Constant, les motifs d'espoir, parce que tu l'as dit, tu crois en ces Wolves, donc vas-y, le motif d'espoir de ces Wolves, je te laisse enchaîner. Il y a tout le reste. J'ai envie de dire les motifs d'espoir. Comme je l'ai dit, c'est une top 10 attaque, une top 10 défense. Et puis, ça rejoint le point que j'avais évoqué au moment où on avait fait le power ranking. Si vous prenez face au top 10 net rating, donc face aux 10 meilleures équipes, entre guillemets, NBA sur le différentiel attaque-défense, ils sont 4e au net rating. Il y a que OKC, Boston et Cleveland qui est devant. En termes de pourcentage de victoire, ils sont 8e. 7e attaque, 2e défense. On est en 4e attaque, 7e défense face au top 10 net rating. Ils ont battu des grosses équipes. C'est la seule équipe. Allez, est-ce que je le dis ou pas? C'est quasiment la seule équipe qui a mis une raclée au OKC quand OKC était au complet. C'est le dernier match avant le All-Star Break. Il manque juste Caruso et Cason Wallace. OKC se fait laminer. C'est quasiment le seul match qu'OKC perd en étant au complet de toute la saison. En même temps, OKC n'a pas souvent été au complet de toute la saison, mais ils ont démoli Denver. Enfin, ils ont démoli Détroit, même si c'est dans des circonstances particulières, on va dire, la manière dont ils battent Détroit. Il y a d'autres choses qui ont été démolies. Voilà, il y a d'autres choses qui ont été démolies au cours de ce match-là, mais c'est une équipe que moi je trouve forte. Ils ont démoli les Knicks aussi en plein milieu du mois de janvier. Je trouve que ils ont cette tendance qu'ont pu avoir d'autres équipes dans le passé de se mettre au niveau de l'équipe d'en face. C'est-à-dire que si tu joues une très bonne équipe, ils sont capables de livrer une très bonne prestation. Si tu joues une équipe un peu moins bonne, ils sont capables de se mettre dans un mood où ils sont pas forcément impliqués. C'est une équipe à réaction, j'ai envie de dire, plus qu'une équipe en action, réellement. Donc oui, pour moi, c'est les motifs d'espoir. J'ai même envie de dire que c'est les motifs d'espoir que n'ont pas certaines équipes de la conférence Ouest. On aurait parlé dans le Power Ranking, que ce soit les Clippers, que ce soit les Nuggets. C'est pas forcément des équipes qui ont su élever leur niveau de jeu. Ils ont battu les Rockets aussi, je vois, en plein milieu du mois de février. Enfin voilà, il y a des quality wins sur ces Wolves qui montrent que ils sont capables de poser des problèmes à n'importe quel cadre de la conférence Ouest au final. Si tu prends les 98, et ça j'ai trouvé ça très intéressant en regardant un peu les Wolves avant qu'on commence, si tu prends sur Cleaning the Glass les 98 ou 97,5 qui ont joué plus de 200 possessions, alors c'est un petit échantillon mais c'est quand même 200 possessions, il y en a du coup 80, je viens de le dire, il y en a 97, le numéro 1 et le numéro 2 ce sont des 5 des Wolves. C'est le Conley, DiVincenzo, Reed, Gobert et Alexander Walker. Et le deuxième, c'est donc théoriquement ton 5 de playoff, Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Naz Reid et Rudy Gobert. Donc, ils ont quand même des 5 qui sont ultra efficaces. Et ça rejoint un peu ton point, Constant, c'est que on va dire que le haut des Wolves en termes de performance est extrêmement élevé par rapport à d'autres équipes. C'est peut-être pour l'instant de toutes les équipes qui ont été abordées pour l'instant dans ce début de séquence. Pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre? C'est l'équipe qui a le plus gros, on va dire, sommet de performance. La question se pose, c'est à quel point il va être capable de répéter ces sommets de performance au vu des limites qu'on a déjà mises en avant dans la première partie. Mais je te rejoins, Constant. Je sais que tu étais très chaud sur les Wolves pendant le Power Ranking. Et en parlant avec toi, on va dire que je peux comprendre certaines de tes appétences envers le cas des Wolves. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter je te laisse enchaîner sur d'autres motifs d'espoir, si tu en as d'autres.
Bah, le motif d'espoir, ça peut peut-être faire une transition pour le joueur à suivre. Parce que le joueur à suivre, en soi, est un motif d'espoir qui s'est développé au fur et à mesure de la saison et qui n'était pas forcément attendu, on va dire. Ou en tout cas, qui était attendu depuis quasiment 24 mois. Eh ben ouais. Greg pourrait dire, ils ont Kevin Durant, on a Kevin Durant, et nous on a Jaden McDaniels. Alors du coup... The guy KD, we got Jaden McDaniels. Alors, Jaden McDaniels, ton joueur clé, Constant, alors je t'en prie, vas-y. Oui, pour moi, c'est mon joueur clé parce que franchement, Jaden McDaniels, quand il avait été prolongé, donc on est en octobre 2023, il avait été prolongé à un tarif qui était quand même assez costaud et qui a bien plombé les dépenses des Wolves parce que bon, c'est pas le sujet de cet épisode, mais les dépenses des Wolves, c'est toujours encore un peu compliqué, même s'ils ont réglé ce problème de qui est le proprio. Ça, c'est bien au moins un problème réglé dans le Minnesota. Ouais, c'était le premier point, rappelle-toi, quand on avait fait le post-mortem sur les Wolves l'an dernier, on avait dit qui est ton proprio, au moins ils ont réglé ce problème-là. Mais Jaden McDaniels, oui, c'est la stat parce qu'il avait très très mal débuté la saison et même l'an dernier, on attendait pas mal de trucs de son développement offensif et finalement, il n'y avait pas grand-chose. Il avait très très mal débuté la saison. Offensivement, il était nulle part. Et il nous a fait une streak où il était sur 30 des 35 derniers matchs où il marquait 10 points au plus. Enfin, il était très très bon. En gros, si vous prenez Jaden McDaniels, il y a 25 matchs cette saison où il marque moins de 10 points. Il y en a 19 sur les 40 premiers matchs, je crois. Et après, vraiment, son volume offensif a augmenté. Alors, de par les absences aussi, mais je trouve qu'il a pu trouver un petit peu son registre. C'est un joueur qui amène beaucoup de pression au cercle, ou en tout cas, un petit peu de tir de flotteur à 2-3 mètres du panier, un petit peu de drive aussi, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les joueurs des Wolves. Il y a juste Randle qui fait un peu ça, Nasri qui fait ça vraiment un peu de temps en temps, mais la rim pressure que peut apporter Jaden McDaniels, je trouve que c'est un point dont les Wolves ne peuvent pas trop se passer. Et moi, la stat que je trouve intéressante avec Jaden McDaniels, c'est que lorsque Jaden McDaniels marque 10 points ou plus, les Wolves sont en 31-19, sachant que leur bilan en ce moment, je sais plus combien ils sont, je veux pas te dire de bêtises, mais ils doivent être en 32-26 ou non, c'est plus que ça. Bon, tu me diras, la VAR confirmera, mais toujours est-il que leur bilan victoire-défaite est plus élevé que lorsque Jaden McDaniels marque 10 points au plus que le bilan des Wolves actuellement. Donc moi, c'est un point sur lequel je vais surveiller parce que ils sont en 43-32, voilà. 43-32. 43-32, donc 31-19, donc du coup, ça fait qu'ils sont en 12-13 lorsque Jaden McDaniels marque moins de 10 points. Pour le coup, ça fait super vite, bravo. Ouais, t'as vu. Ça fait un sacré stretch, effectivement. Enfin, ça fait un sacré delta en termes de pourcentage de victoire. Donc, pour moi, c'est vraiment le X-factor de cette équipe. Bien sûr, Anthony Edwards va être un X-factor. Bien sûr, quel Julius Randle tu vas avoir en playoff est un énorme X-factor. Mais je trouve que l'apport au scoring que peut avoir un Jaden McDaniels et la pression au cercle que peut mettre un Jaden McDaniels et à ne pas sous-estimer parce que déjà c'est un très bon défenseur, ça c'est un fait, mais c'est aussi un attaquant qui au fur et à mesure que la saison progresse devient capable, et si jamais ça devient un attaquant capable, ça peut changer 2-3 trucs sur une série. Ça rejoint un peu les points que tu as mentionnés, c'est-à-dire pression au cercle irait en complément du pull-up de hand qui est déterminant. On parlait ensemble de qui peut être la deuxième option et on n'a pas trop insisté dessus parce que je pense que tout le monde le fait, mais on va dire que l'historique de playoff de Julius Randle ne plaide clairement pas en sa faveur. En particulier un historique de playoff qui s'est construit en grande partie ou en partie à l'Est. À l'Ouest en playoff, terrifiant, les potentialités avec Julius Randle. Donc, Jaden McDaniels pourrait être ce joueur qui pourrait un peu sortir de l'eau. Je te rejoins surtout que, alors, l'élimination probable de Phoenix change un peu ça, mais il y a quand même une densité à l'aile qui va être assez incroyable, avec notamment l'arrivée du côté de Jimmy Butler, du côté des Warriors, qui rajoute un ailier potentiel, ce qui fait que Jaden McDaniels, il y a des scénarios où il tape un très 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 fort ailier. Donc, ça sera d'un côté une mission défensive qui sera importante, mais ça on pense qu'il répondra, mais c'est peut-être lui qui va devoir être la deuxième option du côté des Wolves, ce qui, je t'avoue, dit comme ça, après d'avoir avoué que tu commençais à me convaincre, me fait un petit peu redescendre, parce que j'adore Jaden McDaniels, mais après, c'est un scénario, j'imagine que tu vas me le dire, Constance, c'est une deuxième option bis d'une équipe où la première option prend un volume gargantuesque de tir et omnipotente, quoi.
Oui, ou alors c'est la deuxième option, mais avec c'est une deuxième option avec une troisième option qui a le même volume que la deuxième, avec une Ouais. quatrième qui est pas très loin, parce que tu vois, même si Hmm. on considère que Julius Randle est défaillant, tu peux encore te débrouiller avec Nasri, tu peux encore te débrouiller un Ouais. peu avec Dante DiVincenzo, tu peux encore te débrouiller un peu avec Nick Alexander-Walker. Enfin, je trouve que c'est une équipe qui malgré tout, a quand même une profondeur de banc que n'a pas beaucoup, enfin que n'ont pas beaucoup d'effectifs de la conférence Ouest. C'est pas, on va dire, le starting five est peut-être pas le meilleur en termes juste de star talent ou même en termes de rating pur. Par contre, si tu commences à aller chercher, alors, encore une fois, hein, faut qu'il soit au niveau. Hein. Si tu commences à aller taper dans le 8, 9, 10, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont un 8, 9, 10 qui est du niveau de ce que peuvent avoir les Wolves. Eh bien, Constant, on en est bientôt à 40 minutes de podcast. C'est le moment de se mouiller, Constant. Plancher, plafond pour cette équipe. Alors, plancher, est-ce que tu penses, alors là, c'est un peu dangereux à cette période de l'année parce qu'on va être très honnête, on enregistre la plupart de ces épisodes 2-3 jours avant qu'ils sortent, donc c'est un peu difficile de prendre beaucoup d'avance sur tout ce qui est ranking, tout ce qui est classement. Est-ce que tu penses que ces Wolves peuvent échapper au play-in? Constant, première chose. Oui, parce qu'ils ont un calendrier qui est quand même beaucoup plus favorable que les autres équipes. C'est-à-dire que la fin de calendrier des Wolves, si Ils vous jouent que prenez Denver et un truc comme ça, je crois. ouais, C'est ça? si vous prenez le Ouais. strength of schedule, donc la difficulté du calendrier, les Lakers sont deuxième calendrier le plus difficile d'ici la fin de saison. Houston 3, Denver 6, Golden State 8, Memphis 12 et Minnesota est 28e. 28e en difficulté de calendrier, sachant que en gros les trois grosses équipes qui vont jouer d'ici la fin de saison, c'est Denver, donc là vous aurez le résultat. Ils vont aller à Milwaukee et ils vont aller à Memphis. Donc vraiment, c'est vraiment c'est les seules équipes Les deux équipes qu'il faut ouais, jouer. deux équipes qui n'avancent plus. C'est les deux, enfin, ils jouent trois équipes à plus de 50% sur la fin de saison. Ils vont aller à Denver, ils vont aller à Milwaukee et à Brooklyn. Vraiment deux équipes qui n'avancent plus. Donc, moi, je pense qu'il y a un scénario où, pendant que de l'autre côté, tu vas avoir Golden State qui va avoir une fin de calendrier, une fin de saison assez atroce au niveau de calendrier. Denver, c'est pareil. Si jamais, je suis pas allé checker au niveau des tiebreakers ce qu'il en est, mais si jamais ils arrivent potentiellement à prendre celui face à Denver, même s'ils font un road trip de 5 matchs quand même, tu vois, ils font Denver, Brooklyn, Philly, Milwaukee et Memphis, c'est pas non plus hyper simple. Bon, après, ouais, il y en a non, il y en a deux qui tankent dans le lot. Enfin, Ouais, mais ouais. ça reste un road trip, tu vois. Potentiellement, Ouais. tu vas à Memphis en fin de road trip, tu peux peut-être te faire cueillir, parce que les Grizzlies, même si on rigole un petit peu d'eux, sont quand même capables offensivement sur un soir de te mettre une grosse performance. Pour moi, par contre, ils peuvent sortir du play-in, parce que le calendrier est vraiment beaucoup plus favorable que ce que ça peut l'être pour les autres équipes. Après, ils peuvent se compliquer la tâche, comme on l'a dit durant le podcast, c'est que comme ils se mettent souvent au niveau de leur adversaire, ils peuvent se compliquer la tâche, contrairement à d'autres équipes qui gèrent un peu mieux leur business face aux faibles. Et alors, imaginons, Constant, qui sont imaginons qu'ils arrivent à échapper au play-in. Alors, on pourra dire, je pense, logiquement que, enfin, c'est la manière dont je l'aborde à chaque fois dans chaque podcast. Tout le monde n'est pas d'accord avec moi dans l'équipe. Pour moi, le plancher, c'est l'endroit où tu arrives en playoff, sauf exception. Bien évidemment, je pense que le plancher de OKC ou de Boston, c'est pas le premier tour. Le plafond des Wolves, il est où, Constant? Est-ce que c'est la troisième force à l'ouest? Ça dépend du bracket. J'ai envie de te dire, c'est une réponse un peu, c'est une réponse de Normand que je suis. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Mais ça dépend du bracket. C'est-à-dire que, bah, si t'arrives à si t'arrives à éviter le play-in, il y a un monde où tu peux passer un tour. Il y a même un monde où tu peux passer deux tours. On va être très honnête, hein, parce que je suis désolé, je trouve il y a pas il y a pas d'écart de niveau du 2 jusqu'au 8 dans la conférence Ouest. En l'état, hein, peut-être qu'en playoff, il y a des écarts de niveau qui vont se révéler, mais je mets pas les Rockets un cran au-dessus des Clippers qui, à l'heure actuelle, sont 8e. Comme je veux pas Denver qui est 3e, un cran au-dessus de Golden State qui est 6e à l'heure actuelle. Donc non, pour moi, plancher ses premiers tours, honnêtement, je les vois pas se faire sortir. Si jamais ils viennent à quand même passer par le play-in, je les vois pas se faire sortir au play-in. Honnêtement, je vois mal je vois mal comment les 8 de l'Ouest au classement sont pas les 8 qui vont en playoff, tellement là, pour le coup, je trouve qu'il y a un écart entre les Clippers 8e et Dallas Sacramento qui est 9-10. Phoenix, on n'a pas l'info au moment où on enregistre, mais quasiment hors course de par leur calendrier et la blessure de Kevin Durant. Donc, pour moi, c'est leur plancher, c'est premier tour. Après, leur plafond,
Je suis pas loin de te dire demi-finale de conférence. Non, même finale de conférence. Quand je vois le bracket, là, ils sont 7. C'est vrai qu'ils ont battu, n'empêche, ils ont battu Denver sur les 3 affrontements cette année. Hein. Et leur équipe a été construite pour battre Denver. Et puis même, là, t'arrêtes le calendrier. T'as un 2-7 Houston-Minnesota. Je suis très curieux de voir comment se passe une série entre ces deux équipes-là. Parce que pour moi, on est sur 2 équipes qui ont beaucoup de similarités dans les profils, qui ont beaucoup de similarités dans les défauts, et qui ont beaucoup de similarités dans la manière dont elles sont construites. Et je pense que t'as pas mal de qualités qu'ont les Wolves qui peuvent embêter les Rockets et réciproquement. Donc, tu vois, je serais très curieux de comment se goupille une série comme ça. S'ils se retrouvent 8 et qu'ils jouent au OKC, bon, pour moi, ils peuvent embêter OKC. Je pense pas non, parce que c'est une équipe qui a toujours embêté OKC, que ce soit l'an dernier ou même cette année, ils ont les 4 matchs OKC galèrent pour battre ou perdre face aux Wolves. Mais ouais, pour moi, si le calendrier reste en l'état, je les vois bien en plafond finale de conférence. Mais faut que les Lakers restent de l'autre côté du bracket. Je pense que si t'as les Lakers... C'est ce que j'allais te dire, c'est que quand tu as présenté toutes les équipes, j'allais te dire que le grand absent de ton exposé, c'était les Lakers. C'est donc les Lakers pour toi, c'est le mauvais match-up pour eux. Oui, pour moi, c'est pas un bon match-up. Rockets, c'est un match-up qui est plutôt favorable. On va être très honnête, je veux pas manquer de respect aux Rockets, mais t'as beaucoup d'équipes qui vont considérer que les Rockets sont une match-up favorable, même s'il faut les respecter. Denver, c'est une match-up qui est favorable en saison régulière. Après, on verra comment ça va se passer en playoff. Lakers, c'est une match-up qui, pour moi, est quand même défavorable. Je trouve que le différentiel de star talent est un peu trop important et je trouve que finalement, on va y avoir la manière dont jouent les Lakers peut poser problème à ces Wolves, puisque finalement, t'as la 3e option qui est Austin Reeves qui joue à un niveau All-Star, va être défendu par le 3e meilleur défenseur des Lakers. Et j'ai pas l'impression qu'avec la taille que peuvent avoir les Wolves, qui est réelle, j'ai pas l'impression qu'ils peuvent jouer un espèce de bully ball, que ce soit avec Gobert ou que ce soit avec Julius Randle, pour vraiment punir ces Lakers défensivement, là où selon moi c'est un peu le chemin si tu veux battre les Lakers. Memphis va dégringoler au classement sans vouloir être méchant, donc ouais, pour moi premier tour ça joue entre OKC, Houston, Denver et les Lakers en termes de match-up. Je vois pas d'autres équipes que tu peux affronter. Je vois 2 match-up qui sont relativement favorables, une t'es vraiment défavorable et une autre où tu peux les embêter. Donc je suis pas surpris si tu vois quand on fait notre preview de playoff, notre preview de playoff, ou quand tu fais ton bracket, je suis pas surpris si les Wolves sont l'espèce de bracket buster et qui se retrouvent en finale de conf comme l'an dernier. Ok, on en parlera peut-être un peu plus dans l'épisode Lakers. Ça a déjà été abordé un peu avec Madiane dans l'épisode Warriors. Je méfierais quand même de la capacité de ces Wolves à poser un défi physique, ce qu'ils ont quand même fait la saison dernière, faire des équipes qui sont plus petites, et que les Lakers, je veux bien Jackson Hayes en saison régulière, je veux bien les 5 alignés par JJ Redick qui sont assez innovants. Je me demande dans la dureté, dans la longueur d'une série, c'est une équipe qui peut être ultra physique, même si c'est peut-être pas dans la même physicalité que la saison dernière, les Wolves. Je me demande à quel point ça pourrait pas être avantageux pour eux, mais par contre, je te rejoins totalement sur le fait que le star talent leur fait très 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 mal dans cette situation-là. Aux Wolves. Oui. Eh bien, Constant, est-ce que tu as un ultime point à rajouter sur ces Wolves? Non, peut-être un tout dernier point qui en vrai rejoint un petit peu ce que je viens de dire, mais quand on voit le 6-7-8 à l'heure actuelle, en fait c'est aussi pour ça que je leur mets plafond finale de con, c'est parce que quand je vois le 6-7-8 et quand je vois la dynamique, je me dis que tu peux très bien t'en retrouver avec un 6-7 en fait en demi-finale de conf, comme ça a été le cas pour le Warriors Lakers en 2023, où tu as un seed 2 et un seed 3 qui sautent. Du coup, c'est pour ça que moi ça s'applique, on va dire, à quasiment toutes les équipes de l'Ouest, en dehors de Memphis, sur lequel je suis vraiment bas parce que la dynamique est catastrophique. Pour moi, c'est très difficile vraiment de déterminer qui est la deuxième force derrière OKC, si tant est qu'OKC tient son rang en playoff, ce qui n'est pas encore le cas ou ce qui reste encore à prouver. C'est pour ça que je vois beaucoup d'équipes où je me dis, si t'es dans le bon côté du bracket, t'as peut-être ta chance pour aller en finale de conf. J'ai hâte qu'on fasse la preview Nugget parce que au fil des previews qu'on n'enregistre pas toujours dans l'ordre de sortie, je vous avoue, j'ai l'impression que globalement, je sais pas si c'est les derniers jours qui ont fait ça, mais j'ai l'impression qu'on est tous de moins en moins chauds sur Denver. Donc j'ai hâte que la preview Denver sorte ou soit, en tout cas, soit enregistrée. Honnêtement, elle n'a pas été enregistrée au moment où on enregistre celui-ci parce que je sais pas. Au vu des discussions qu'on a ensemble en ce moment, j'ai l'impression
cette espèce de consensus qu'on avait au moment du Power Ranking, c'est-à-dire OKC on va dire dans le mapping de l'Ouest, OKC 1, Denver 2, et ensuite on n'était pas tous d'accord sur qui mettre 3, 4, etc. Que ça soit Memphis, etc. Et que tu as dit Memphis est dans une mauvaise dynamique. J'ai l'impression que ça a été un peu chamboulé, qu'on rapproche beaucoup plus Denver ces derniers temps du reste, qu'on les rapproche d'OKC. Voilà. Tout ça met donc beaucoup plus de pression sur OKC. Mon cher, c'est vrai. Mais j'aurai peut-être l'occasion de reparler d'OKC, on sait pas. Exactement. Je vais faire la même blague que j'ai fait avec Madiane il y a quelques jours. On n'est pas prêt de te revoir, mon cher Constant. On va te revoir, mais on n'est pas prêt de te revoir maintenant, quoi, parce que je rappelle qu'on fait l'ordre quasiment dans l'ordre du Power Ranking d'il y a quelques semaines. Il risque d'avoir un petit changement à un moment parce que j'ai l'idée absolument grandiose de mettre 2 épisodes à la suite pour moi, donc ce qui est une erreur de débutant, mais passons. En tout cas, vous pouvez deviner qu'on entendra Constant pour un épisode spécial à propos peut-être d'une équipe qui se classe première à l'Ouest, qui est sur une dynamique absolument historique actuellement. Mais passons, tu parles. Passons, peut-être. Du coup, ce qui est très bien de t'avoir, Constant, pour l'épisode OKC, grande révélation, c'est que du coup, en tant que supporter, tu vas être vraiment capable de mettre 3 points faibles, là où peut-être on aurait beaucoup plus de difficultés. Ah, même Constant hésite. Tu sais que même moi, ça devient compliqué là. On va pas faire l'épisode OKC. Ok. Je t'avoue que moi, je vais rentrer dans le bain avec les Bucks. Les points faibles s'alignent. Hein. Franchement, je sais pas quoi choisir. Tu peux faire 33 points faibles avec les Bucks. Je peux faire tous les points. Je peux mettre tous les joueurs de l'effectif à l'heure actuelle. Peut-être pas. Non, bref, passons. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. T'as un peu parlé de Houston, Constant. Eh bien, tant mieux parce que Houston, c'est au programme de demain. Avec Adrien et Tom, on va parler des Rockets. T'as déjà lancé un petit peu certaines billes, Constant. Est-ce que c'est une équipe qui fait si peur que ça? On vous laisse écouter, on laissera écouter l'épisode demain. Merci Minigoat. Nous, on se repose parce qu'il le faut en ce moment. Et puis, on vous invite à nous suivre. On vous invite à nous suivre. Ça veut plus rien dire. J'arrive plus à faire des phrases. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de podcasts comme Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc. Sur YouTube également 19h15 pour tous les podcasts en première. Je rappelle que nous ne sommes pas en direct pendant ces podcasts. C'est très important à rappeler parce que parfois certains sont un petit peu perdus. En tout cas, merci Constant et on se retrouve dès demain pour parler du Sun. Salut!